Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Cet épisode 27 de la série Entendu à Budapest est justement, comme vous pouvez le constater, enfin pas vraiment le constater, mais c'est moi qui vous le dis, enregistré à Budapest. Nous sommes de retour à Budapest. Et après plusieurs épisodes de la série mise en ligne sous forme de podcast, donc à un format exclusivement audio sur mon blog Substack, c'est beaucoup plus pratique, notamment pour moi, l'enregistrement est beaucoup plus simple. Et je pense d'ailleurs aussi l'écoute se prête à une gamme de modes d'utilisation en fait plus large que les vidéos YouTube. Donc j'encourage ceux qui ne l'auraient pas encore fait à s'abonner, c'est possible aussi gratuitement, l'abonnement de base est gratuit, il suffit d'introduire son adresse email à mon blog Substack dont l'adresse se retrouvera bien sûr dans la description de cette vidéo. Mais aujourd'hui, donc pour ce numéro 27, j'ai décidé de revenir brièvement sur YouTube, y compris dans le cadre de cette série. Eh bien, en premier lieu, pour montrer que je suis de retour à Budapest, comme en attestent les toiles d'araignée visibles entre le double vitrage, au milieu du double vitrage qui se trouve derrière moi. Pour faire aussi, c'est humain, un peu de pub à mes bouquins. Last but not least, pour exhiber ma toute nouvelle coupe de cheveux. Voilà. D'origine alsacienne, qui m'a coûté la modique somme de 15 €. Donc je tenais à ce que mes mécènes, après avoir reçu un certain nombre de remarques concernant ma capillarité, voilà, je tenais à ce que mes mécènes voient quel bon usage, quel usage judicieux je fais de leurs dons. Alors bien sûr, il ne faudrait pas transformer ça en système, même si vous êtes abonné payant, voire mécène, n'en profitez pas pour me suggérer, je ne sais pas, l'achat d'un col angora, d'un châle angora, le port du kilt ou autre fantaisie. Ça ne marchera pas à tous les coups, je préviens tout de suite. Alors venons-en au sujet de cet épisode. Il s'agit de cet entretien donné par un lieutenant de Volodymyr Zelensky, plus exactement par le député ukrainien David Arachamia, à une célèbre donc journaliste et entre autres youtubeuse ukrainienne, peut-être la plus célèbre, peut-être la plus suivie, je n'ai pas vérifié, en tout cas très célèbre, Natalia Moseichuk. Et ce député, donc, qui est aussi chef du groupe parlementaire du parti présidentiel, le parti du serviteur du peuple en Ukraine, a donc choisi cette chaîne YouTube très suivie en Ukraine, celle de Natalia Moseichuk, pour procéder à quelques révélations concernant notamment les négociations de paix d'Istanbul de l'année dernière, donc ces négociations qui avaient avorté en 2022. Il se trouve en effet que David Arachamia s'était trouvé à la tête de la délégation ukrainienne qui s'était rendue à ces pourparlers de paix tenus d'abord au Bélarus, puis transférés à Istanbul. Alors le choix de ce canal, de cette chaîne YouTube très suivie en Ukraine n'est évidemment pas innocent. David Arachamia, dont on imagine très très mal qu'il aurait pu agir sans au moins le feu vert de Volodymyr Zelensky, s'est choisi, disons, un canal de communication qui assure un écho national et international maximal à ses propos. Donc il s'agissait bien de cafeter, il s'agissait bien de faire savoir si possible au monde entier des détails que, au demeurant, qui ne constituent pas de véritables secrets. András Kostur, donc le post-soviétologue hongrois András Kostur,
qui m'a fait découvrir cet entretien, parce qu'il en a rendu compte quelques heures plus tard sur son fil Telegram, a d'ailleurs commencé son compte-rendu par ces mots, hein. On le savait depuis longtemps, oui, en réalité, tout cela, ce sont des secrets de Polichinelle, hein, notamment, avant tout, le fait que ce sont bien les Occidentaux, représentés en l'occurrence par les Britanniques, par la truculente personne de Boris Johnson, qui ont fait capoter ces négociations de paix, hein. Donc officiellement, ce sont les Ukrainiens qui ont quitté la table des négociations, mais bon, on savait, hein, ça avait filtré depuis longtemps, que des pressions occidentales, notamment britanniques, avaient joué un grand rôle dans cette décision qu'on peut peut-être aujourd'hui, hein, vue depuis novembre 2023, considérer comme un peu malheureuse des Ukrainiens. Bon, en tout cas, c'était une rumeur, c'était une nouvelle non confirmée. J'imagine qu'on avait déjà dû vous expliquer, peut-être sur LCI, je ne sais pas, bon, que c'était une invention de la propagande russe, hein. Je ne prétends pas que la propagande russe n'existe pas. Juste, bon, si vous attribuez à la propagande russe tout ce qu'on attribue à la propagande russe sur LCI, vous allez très vite arriver à la conclusion que votre bulletin de naissance a été truqué par les services russes, hein. Et bien maintenant, ces informations ont en quelque sorte été officialisées, hein, par le chef de la délégation ukrainienne à ces négociations, hein. Donc, à moins que lui ne mente très gravement, maintenant ça devient assez difficilement contestable. Alors, avant d'entrer avant d'entrer en matière, je vais quand même en profiter pour me lancer quelques fleurs. Pour les lancer plus exactement à l'une des principales sources, hein, de ces sources informationnelles, de ces podcasts de la série Entendu à Budapest, qui est András Kostur, donc hongrois par sa mère, mais hongrois de Subcarpathie, ou comme disent les Ukrainiens, de Transcarpathie, hein, donc de cette zone frontalière de la Hongrie et qui historiquement faisait partie du royaume de Hongrie, mais il est né donc citoyen ukrainien, il parle évidemment russe, son père est russe, mais aussi ukrainien, et il procède pour le compte donc de l'institut du think tank qui l'emploie à Budapest et plus généralement pour le compte de la presse hongroise, à une veille médiatique très très efficace concernant les médias ukrainiens. Voilà, c'est principalement à cela que que mes post-occidentaux, enfin ceux du moins qui sont abonnés, hein, au blog, qui reçoivent par email les notifications, c'est à cela qu'ils doivent d'avoir été informés donc de l'explosion de cette petite bombe médiatique en Ukraine, avant, je pense, au doigt mouillé, je dirais, l'intégralité des francophones, et la grande majorité probablement des Occidentaux. Alors pas beaucoup plus tôt que, en revanche, les Hongrois, étant donné que, je crois, quelques minutes après la mise en ligne donc, de ma traduction sur mon blog, eh bien, la chaîne YouTube Ultrahang, très souvent commentée dans cette série, mettait de son côté en ligne un entretien, en fait c'est un entretien hebdomadaire qui revient tous les dimanches, hein, de l'expert Georg Spötle, qui a déjà été relayé dans cette série. Alors ça n'était pas en quelque sorte ça n'était pas une édition spéciale, ça n'était pas un breaking news, hein, ils n'ont pas jugé nécessaire de changer leur programme en vertu, disons, des déclarations récentes, ils n'ont pas trouvé que les déclarations récentes d'Ara Hamia justifiaient de bousculer en quelque sorte leur programme, mais simplement Georg Spötle, dans cette émission hebdomadaire donc, où il a l'habitude de passer en revue l'actualité internationale et avant tout l'actualité conflictuelle, donc de parler entre autres beaucoup d'Ukraine. Et bien donc dans ce podcast, donc mis en ligne à peu près en même temps, hein, que ma publication en français sur mon blog Substack, Georg Spötle a évoqué
hein, donc cet entretien explosif de David Arachamia, dont il avait peut-être lui-même, d'ailleurs il n'a pas cité ses sources, mais on peut facilement imaginer qu'il en avait préalablement pris connaissance sur le fil Telegram, donc en hongrois, d'András Kostur. Alors ça n'est pas un fil très fréquenté, hein, il y a un peu moins de 200 abonnés, mais évidemment ce sont, j'imagine, pour la plupart, des gens du métier, hein, si j'ose dire, donc d'autres experts et journalistes hongrois, qui, eux, ont conscience de la valeur du travail des publications d'András Kostur. Alors, si, comme je le pense, au moment alors soit de trouver la publication sur mon fil Telegram, hein, j'ai relayé, comme je le fais toujours, donc, cette publication de mon blog, comme je relayerai aussi cette vidéo une fois qu'elle sera en ligne. Et si donc au moment de découvrir cette nouvelle, alors soit sur Telegram, soit ici, bon, si comme je le pense, hein, vous n'en aviez pas entendu parler avant, bien, il faut se demander pourquoi. Alors pourquoi vous n'en avez pas entendu parler en suivant le mainstream médiatique occidental, hein, toujours très très pro-ukrainien, même si disons qu'on le sent de plus en plus tempéré notamment à l'endroit de la personnalité du président Zelensky. Bon, que eux ne vous en parlent pas, ça n'est pas surprenant, hein, puisque ça revient à officialiser le démenti d'un grand nombre de mensonges, de médias mensonges qui ont été convoyés tout au long de ces mois de guerre par les médias occidentaux, hein, c'est-à-dire que, bon, bah, voilà, il est désormais officiel que ce sont les Occidentaux, hein, c'est le va-t-en-guerre, l'empoisonneur de puits, hein, l'ordure Boris Johnson, qu'on compare souvent à cette autre grande ordure historique qui s'appelait Winston Churchill. Je pense que la comparaison est parfaitement justifiée, hein. Que c'est donc l'ordure Boris Johnson qui a fait capoter ces négociations de paix donc de 2022, qui aurait pu éviter tant de massacres, hein, qui ont eu lieu entre-temps sur ce front d'Ukraine orientale. Donc ça, évidemment, les médias, le mainstream médiatique occidental ne va pas le claironner, hein. C'est bien compréhensible, j'aurais presque envie de dire que c'est de bonne guerre. Cependant, sans avoir procédé donc à des vérifications systématiques sur tous les canaux pro-russes, bon, je soupçonne fortement que la presse dissidente, la presse dite pro-russe et notamment pro-Poutine, que ce soit en langue française ou dans d'autres langues occidentales, n'a pas dû non plus trop se presser pour relayer cette information, dans la mesure où quand on prend les déclarations de David Arachamia dans leur intégralité, on y trouve aussi de nombreux points qui ne cadrent pas vraiment avec la version du Kremlin, hein, avec le récit officiellement proposé par le Kremlin, donc de l'échec de ces négociations. Arachamia fait notamment remarquer, alors bien sûr, il est techniquement impossible d'exclure la possibilité qu'il ait menti. Bon. Pour ma part, ayant un peu suivi le dossier depuis plus d'un an, je n'ai pas l'impression qu'il mente en l'occurrence, hein. Ça me semble plutôt tomber sous le sens. Enfin, je laisse à chacun se faire une opinion, mais voilà ce que nous raconte Arachamia, hein. Il rapporte notamment que les Russes, à ce moment-là, étaient disposés à se replier sur les lignes précédentes. Alors certes, il ne précise pas quelles lignes, hein. András Kostur, dans son compte-rendu en hongrois, part du principe qu'il devait s'agir des lignes de février 2022, hein. Donc, qui, je le rappelle, en février 2022, n'étaient pas encore officiellement les lignes d'un front
du front d'une guerre ou d'une opération spéciale entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, puisque officiellement la Fédération de Russie n'était pas militairement engagée sur le territoire ukrainien, même si les Ukrainiens affirmaient le contraire. Bon, officieusement, cela dit, ces républiques séparatistes du Donbass qui avaient mené jusque-là la guerre, hein, la guerre a commencé, je le rappelle, pour ceux qui auraient passé les derniers mois sur une exoplanète, la guerre avait commencé en 2014. Bon. Et simplement, du côté oriental, si j'ose dire, jusqu'en 2022, le belligérant, officiellement, ce sont ces républiques séparatistes du Donbass, russophones et favorables à Moscou, dont on peut assez légitimement soupçonner que Moscou les soutenait assez massivement, non seulement politiquement et diplomatiquement, mais aussi et surtout militairement. Cela dit, jusqu'en février 2022, cette guerre du côté russe n'avait pas lieu, n'était pas livrée sous le drapeau de la Fédération de Russie. Donc voilà, je referme cette petite parenthèse destinée à faire comprendre pourquoi déjà en février 2022, il y avait en réalité déjà une possible ligne d'armistice derrière laquelle auraient pu se retrancher les troupes russes. Alors certes, ce retrait se serait à ce moment-là produit avant l'intégration officielle, donc à l'automne 2022, de 4 oblasts de l'ancienne RSS d'Ukraine, hein, de l'Ukraine soviétique, à la Fédération de Russie. Cette intégration a entre-temps eu lieu à l'automne 2022, mais comme elle n'avait pas encore eu lieu à ce moment-là, cette retraite russe derrière les lignes de février 2022 aurait encore pu se produire, disons, d'une façon légale, d'une façon constitutionnelle, du point de vue du droit russe. Donc ça, à la rigueur, ça n'est pas trop gênant du point de vue du récit officiel du Kremlin. En revanche, que demandaient en échange de ce retrait les Russes lors de ces négociations d'Istanbul? Eh bien, David Arachamia nous le dit. Hein, alors, encore une fois, on ne peut pas exclure qu'il mente. Mais enfin, d'après Arachamia, les exigences russes, à vrai dire, c'était très simple. C'était presque exclusivement la neutralité de l'Ukraine. Donc une finlandisation de l'Ukraine, hein, la promesse que l'Ukraine n'adhérera jamais à l'OTAN. Et ça, c'est quand même légèrement gênant, hein, parce que ça pointe vers une sorte de double discours, en réalité, du Kremlin, qui tenait ce discours-ci, qui on va dire, est un discours pragmatique, stratégiquement raisonnable, hein, pour notamment sauver la face, après on va dire les couacs de février-mars 2022, la Fédération de Russie aurait, sur la scène internationale, hein, c'est-à-dire face aux autres grands joueurs entourant l'échiquier international, la Fédération de Russie aurait avant tout eu besoin de cette neutralité ukrainienne, ne serait-ce que pour pouvoir dire, vous voyez, on a dû employer les grands moyens, hein, on a eu recours à la force, ça a été un scandale international, mais on a obtenu ce qu'on voulait, ce qui a réellement, je dirais, une valeur stratégique de notre point de vue, c'est-à-dire la neutralité de l'Ukraine. Mais en parallèle, il y avait cet autre discours dont, à l'époque, on a forcément entendu davantage parler dans la presse, puisque ça, c'était le discours exotérique, c'était le discours pour les masses, hein, un discours de légitimation politique, que ce soit en Russie ou dans l'espace post-soviétique, y compris en Ukraine, ou d'ailleurs en Occident, à l'intention des minorités politiques qui soutiennent Vladimir Poutine et ses politiques. Et ce discours-là, forcément, était beaucoup plus idéologique et beaucoup moins réaliste, hein. Il y était question de démilitariser l'Ukraine. Visiblement, dans les exigences russes,
à l'époque confidentiel, hein, comme tout le contenu de ces pourparlers. Dans ces exigences, visiblement, il n'est pas question de démilitarisation. Les négociations ont de toute façon capoté officiellement, hein, à en croire à la Ramia, du fait du manque de confiance des Ukrainiens, hein, qui, en gros, demandaient, oui d'accord, mais quelles sont nos garanties, hein, qu'est-ce qui nous garantit que si on renonce au soutien des Occidentaux et si on renonce aux perspectives d'adhésion à l'OTAN, l'armée russe, après s'être repliée sur les lignes probablement de février 2022, ne va pas, 2 ans plus tard, après une meilleure préparation, remettre le couvert. Alors, dans un tel contexte de négociation, on imagine bien que si les Russes avaient en outre demandé la démilitarisation de cette Ukraine restante, de cette Ukraine qui se trouve à l'ouest de cette ligne, cette possible ligne de cessez-le-feu qui aurait probablement alors coïncidé avec la ligne de février 2022. Bon, on imagine bien que dans une telle ambiance, une demande de démilitarisation de ce qui reste de l'Ukraine aurait nécessairement fait avorter les pourparlers, ce qui fait qu'il aurait été contre-productif. En réalité, il aurait été ridicule de la part de la délégation russe d'avancer ce genre d'exigence. Et puis, à l'époque, il était aussi beaucoup question, hein, et alors ça c'est notamment c'est notamment un élément très important de la partie de la propagande du Kremlin qui visait, disons, le camp des sympathisants du régime de Vladimir Poutine en Occident. Il était question de dénazifier l'Ukraine. Bon, ça, c'est évidemment, là, pour le coup, c'est vraiment de la propagande, hein, c'est vraiment du bourrage de crâne. Ça n'a aucun sens pragmatique, disons. On s'en est bien rendu compte d'ailleurs juste un peu plus tard, quand, après avoir justement fait prisonnier, hein, à Mariupol, dans les caves d'Azovstal, une grande partie de la crème, en fait, de ce bataillon Azov qui constitue, on va dire, l'élite militaire du mouvement néo-nazi ukrainien, et ces chefs néo-nazis qui auraient pu et dû, hein, d'après cette propagande, être conduits à Moscou pour une réédition, on va dire en plus petit, une réédition régionale du procès de Nuremberg, hein, et puis finir leur vie dans des goulags en Sibérie, ont finalement été envoyés en Turquie, où je pense il est difficile de supposer que le Kremlin aurait cru à la bonne foi de Recep Tayyip Erdogan lorsque Erdogan prétendait qu'il ne laisserait pas, au moins pour la durée de la guerre, ces officiers néo-nazis ukrainiens retourner en Ukraine. Évidemment qu'il les a laissés, dès que ça a présenté un intérêt stratégique dans ses marchandages à lui avec l'Ukraine, évidemment que ces héros, hein, parce que c'est en qualité de héros qu'ils ont été accueillis chez eux, hein, du bataillon Azov, eh bien, sont rentrés chez eux, et j'imagine pour la plupart ont repris le combat, hein, du côté ukrainien. Donc voilà pour la dénazification. Ce qui fait qu'à mon avis, d'ailleurs, les observateurs sérieux ne s'attendaient même pas, hein, à ce que Al-Hamia en parle. Hein. Pour les gens sérieux, on va dire, c'est un thème qui n'a jamais été que ce qu'il est, c'est-à-dire un thème de propagande. Alors j'ouvre juste encore une courte parenthèse concernant justement la personnalité de ce David Al-Hamia, qui je trouve est en elle-même, alors je connaissais pas vraiment, j'avais à peine conscience de l'existence du personnage jusqu'à cet entretien, je le trouve assez truculent. Hein. Alors quand on va gratter un peu sa biographie, on se rend compte qu'il est à peu près aussi ukrainien, ou peut-être juste un tout petit peu plus ukrainien que son compatriote, enfin son concitoyen Alexis Arestovitch, hein, né Alexei Arestovitch évidemment, qui se fait aujourd'hui appeler Oleksiy Arestovitch. Personne n'écrivait ni d'ailleurs prononçait ça comme ça au moment où il est né. Et alors c'est intéressant parce que exactement comme Arestovitch, pourtant d'origine polonaise,
mais était né et avait grandi donc, sur les territoires de la RSS de Géorgie, hein, à l'époque soviétique, eh bien, Arachamia, visiblement, alors qu'il est par ailleurs des origines ukrainiennes aussi ou pas, bon, je ne suis pas allé fouiller, mais visiblement se serait retrouvé en Ukraine, enfin sa famille serait arrivée en Ukraine en 1992, fuyant la guerre civile hein, entre Géorgiens et Abkhazes, la guerre civile d'Abkhazie, hein, étant donné que la chute de l'Union soviétique aurait surpris cette famille donc sur le territoire, là aussi, de la RSS de Géorgie, qui incluait à l'époque l'oblast plus ou moins autonome d'Abkhazie, qui est entre-temps devenue une république séparatiste, hein, totalement coupée de la Géorgie. Je ne sais pas d'ailleurs d'où vient ce nom, hein, quel est le background ethnique de Arachamia. Le nom, phonétiquement, ça pourrait être, je ne suis pas un expert, mais ça pourrait être un nom mingrélien. Hein, le mingrel, c'est le dialecte le plus occidental, enfin nord-occidental en fait. C'est le dialecte du nord-ouest de la famille Kartvel, hein, donc la famille du géorgien. Les mingrels ont souvent des noms comme ça. Ben, un autre nom que vous connaissez, mingrel, que vous connaissez probablement, c'est celui de Beria, hein, Lavrenti Beria, donc longtemps main droite et main assez lourde hein, de Staline. Vous voyez, ces noms en IA sont bon, Beria, Arachamia, bon, sous réserve hein, de vérification. Bon, en tout cas, voilà, ça montre bien. Hein, donc, il y a eu une époque, donc avant, il y a à peu près un an, la démission d'Arestovitch, il y a eu une époque où, autour de Zelensky, vous aviez et donc l'Abkhaze, ou du moins du point de vue de l'origine territoriale de sa famille, voilà, l'Abkhaze Arachamia, et le polonais, mais natif de Géorgie, Arestovitch. Et c'est là qu'on voit, c'est une occasion de plus, hein, de mesurer la profondeur de ce précipice entre la réalité d'un pouvoir kievien, et donc notamment de cette équipe Zelensky, hein, qui est une véritable légion étrangère de l'Homo soviéticus, hein, qui sont Abkhazes, Mingrels, Géorgiens, Polonais, Juifs, Tatars, ils sont à peu près tout ce que vous voulez, sauf Ukrainiens. Bon, le précipice donc entre cette réalité, hein, parce que c'est la réalité de Kiev, de l'Ukraine centrale, de l'Homo soviéticus, et l'idéologie, elle, totalement basée sur la réalité culturelle du nord-ouest ukrainien, hein, de la Galice, de Lemberg, aussi connu sous le nom de Lviv, bon, et qui est une idéologie ethniciste Blut-und-Boden. Hein, d'où d'ailleurs cette obsession de forcer tout le monde à parler le dialecte de Lemberg, hein, c'est aussi connu sous le nom de langue ukrainienne. Bon, ça c'est une thématique qu'on sera amené à aborder à nouveau lors d'un podcast que je compte prochainement consacré en partie à la figure d'Olexis Arestovitch. Je dévoile, hein, je spoil, c'est un podcast dans lequel je me propose de le comparer alors on n'y penserait pas au premier abord, à une figure intéressante, elle, mais de la politique russe, qui est celle d'Igor Strelkov, hein, Igor Girkin dit Strelkov. Donc voilà, je referme donc ce trailer, cette parenthèse, pour en venir enfin à ce qui, de mon point de vue, constitue la substantifique moelle, hein, le plus important des commentaires qu'on puisse faire donc sur cet événement communicationnel. Hein, c'est une petite bataille de ce qu'on appelle la guerre communicationnelle. Alors, guerre entre qui et qui en l'occurrence? Bon, l'un des belligérants est de toute évidence l'équipe Zelensky. Hein, Arachamia était vraiment un lieutenant de Zelensky. Qui se trouve en face? Alors, même si ces révélations par certains aspects peuvent un peu gêner aussi Moscou, ce qui explique probablement que vous n'en ayez pas encore entendu parler. Mais il est bien évident que les premiers visés, eh bien, ce sont les Occidentaux, hein, et notamment les Anglo-Saxons.
Lesquels anglo-saxons, je mettrai quelques liens en description vers des publications, notamment de mon fil Telegram. Bon, ces derniers jours et même ces dernières semaines sont de toute évidence en train, sinon de lâcher, mais du moins d'exercer une très très forte pression sur Zelensky. Hein. D'où aussi leur décision de faire monter Zaloujny, hein, donc de tenir un fer Zaloujny au feu, si j'ose dire, de façon à ce que Zelensky comprenne bien qu'il est remplaçable. Hein. Donc c'est une façon de le maintenir en respect. Dans ce contexte, sans qu'on puisse, à mon avis, pour l'instant encore parler de rupture, même virtuelle, entre l'équipe Zelensky et les Occidentaux, notamment les Anglo-Saxons, je pense que les déclarations de Arachamia constituent une sorte de préparation d'artillerie, alors qui sera par la suite exploitée ou pas, hein, mais disons que c'est une manœuvre communicationnelle qui pourrait, le moment venu, le cas échéant, éventuellement préparer le terrain à une rupture au moins communicationnelle, hein, au moins discursive, avec les anglo-saxons. Puisque, ben, évidemment, quel est le récit qui se dégage, en quelque sorte, de ces révélations? Eh bien, d'un point de vue ukrainien, hein, eh bien, donc voici ces anglo-saxons. On était sur le point après avoir eu plutôt de la chance, hein, au début du conflit ouvert, hein, au début de l'opération spéciale, on était sur le point d'obtenir avec les Russes un cessez-le-feu, une armistice, dans des conditions finalement assez favorables à l'Ukraine compte tenu du rapport de force réel. Et là, les anglo-saxons viennent nous expliquer, presque nous forcer, hein, Arachamia maintient, là, je pense que c'est une fiction, hein, mais maintient la fiction selon laquelle les Ukrainiens seraient en quelque sorte plénipotentiaires, hein, auraient conservé leur pleine capacité décisionnelle, et donc la fiction selon laquelle ça aurait été une décision avant tout ukrainienne, mais tout de même influencée par le passage, donc ce fameux voyage éclair de Boris Johnson à Kiev, au cours duquel c'est maintenant officiel, hein, il a incité, entre guillemets, pour ne pas dire ordonné, il a incité les Ukrainiens à la guerre à outrance, hein, à n'accepter aucune proposition russe et à ne miser que sur un règlement militaire, c'est-à-dire la victoire finale contre, alors soit la Fédération de Russie en tant que telle, soit au moins le régime de Vladimir Poutine, pour le cas où ce régime aurait pu être déstabilisé par le conflit. Donc le récit ukrainien qui s'en dégage pourrait à grands traits, hein, être le suivant. On allait pouvoir s'entendre avec les Russes de manière à se tirer de ce conflit sans perdre trop de plumes. Les anglo-saxons viennent et nous forcent presque, ou nous forcent vraiment, à poursuivre la guerre, après quoi ils ne nous livrent pas tout le matériel et surtout pas dans les temps, hein, qu'ils avaient promis, et maintenant on se retrouve avec des pertes territoriales encore bien plus conséquentes, ayant entre-temps perdu des masses considérables d'hommes, avec même à l'arrière du front des destructions d'infrastructures, elles aussi considérables, donc on se retrouve avec un pays en ruine. Et ces mêmes anglo-saxons viennent maintenant nous dire que, bah, tout compte fait, ce serait peut-être pas une si mauvaise idée de négocier, et ce Zelensky qui dit ne vouloir sous aucun prétexte négocier avec Vladimir Poutine, qui l'a même fait inscrire dans la loi en Ukraine, bon, bah, s'il est trop récalcitrant, vous n'avez qu'à vous en débarrasser et vous doter d'un gouvernement militaire avec Zaloujny à sa tête éventuellement, etc. On pourrait donc dire que le récit qui s'en dégage est alors du point de vue au moins de l'équipe Zelensky, mais je pense que cette équipe aimerait bien que l'ensemble de l'opinion ukrainienne s'identifie à ce récit, et si elle y parvenait, si le pari était gagnant, ce qui s'en dégagerait, ce serait finalement une sorte de réédition du coup de poignard dans le dos.
Alors, en histoire, notamment en histoire politico-militaire, quand on parle du mythe du coup de poignard dans le dos, je rappelle brièvement de quoi il est question. Donc, il est question de cette idéologie qui s'est imposée dans l'Allemagne d'après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne défaite en 1918, qui néanmoins, d'un point de vue politique, c'est-à-dire que la société allemande, très majoritairement, n'a pas accepté, n'a pas avalé, n'a pas digéré cette défaite, du fait de la popularité d'un mythe, le mythe du coup de poignard dans le dos, qui voulait que, en 1918, une Allemagne en réalité militairement victorieuse aurait accepté non seulement la paix, mais une paix honteuse, une paix extrêmement défavorable à ses intérêts et aux intérêts du peuple allemand, du fait de la trahison d'une partie des élites allemandes, et notamment de celles qui allaient tout de suite après la capitulation, après l'armistice, donc se retrouver à la tête de la République de Weimar, mythe sur lequel s'est évidemment aussi greffée une très forte propagande antisémite, étant donné que ce sont en fait les élites juives allemandes, et notamment celles, encore une fois, qu'on allait retrouver ensuite à la tête de la République de Weimar, qui ont été accusées de ce coup de poignard dans le dos. Alors l'histoire militaire nous apprend et d'ailleurs économique, nous apprend que c'est très largement faux, que l'Allemagne en réalité était militairement au bout, mais évidemment ce qui avait facilité, on va dire, la diffusion du mythe, c'est qu'au cours de la Première Guerre mondiale, à la différence de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu de combat sur le territoire allemand. Donc effectivement, la population civile loin du front, n'ayant jamais vu, donc avant l'occupation française de la Rhénanie, mais ça c'était déjà une conséquence justement des traités de paix. Jusque-là, donc tant que les combats faisaient rage, les civils, à l'arrière, les civils allemands n'ont pratiquement jamais, à part quelques bombardements, on n'en était pas encore aux techniques, on était encore très loin du bombardement de Dresde. Mais les civils allemands simplement n'avaient pas vu la couleur d'uniforme français ou russe ou anglais. Il n'y avait jamais eu de combat chez eux. Donc il leur était donc relativement facile de croire que cette armée, qui était en réalité sur les genoux au moment de l'armistice, que cette armée allemande aurait encore pu poursuivre la guerre pendant des années et des années. Et au passage, évidemment, ils oubliaient aussi la dimension économique du conflit. C'est-à-dire que, même à supposer qu'on aurait encore pu presser le citron de l'armée allemande, est-ce que, tout simplement, l'économie du Deuxième Reich, de l'Allemagne impériale, aurait été capable de poursuivre cet effort de guerre? C'est extrêmement douteux. C'est pourquoi cette théorie du coup de poignard dans le dos constitue a priori plutôt un mythe. Et de mon point de vue, ce qu'on voit depuis hier, c'est ce qui s'est en ce moment dans le discours des élites ukrainiennes. C'est une sorte de nouveau mythe du coup de poignard dans le dos, qui là, en l'occurrence, aurait été asséné par les anglo-saxons. Et ce qui rend, de mon point de vue, le parallèle assez légitime, c'est que dans les deux cas, on voit que ce genre de mythe va être popularisé justement par les responsables de l'hécatombe. C'est-à-dire que dans l'Allemagne de 1918, qui avait intérêt, et des années 20, l'Allemagne de la défaite, qui avait intérêt en réalité à la propagation du mythe du coup de poignard dans le dos? Justement, les élites militaires impériales, les élites militaires prussiennes, qui, rappelons-le, avaient en grande partie été à l'origine du conflit. Rappelons qu'en 1914, même si c'est l'assassinat d'un prince Habsbourg qui constitue le premier domino en quelque sorte de la mécanique d'embrasement généralisé,
l'Autriche-Hongrie, hein, donc qui était directement affectée, n'était en réalité, les Habsbourg n'étaient pas très chauds, hein, pour entrer en guerre. Et ce sont en grande partie en fait des pressions de leur allié allemand. C'est le militarisme et le bellicisme de Guillaume II qui expliquent en grande partie, pas à 100% d'ailleurs, le rôle des Britanniques de ce point de vue mérite aussi un examen approfondi, mais bon, en tout cas tout cela n'aurait pas été possible sans le bellicisme de Guillaume II. Alors Guillaume II à ce moment-là a abdiqué, il a fui en Hollande, etc. Mais les Junkers, hein, donc l'élite militaire prussienne qui, elle, est toujours en Allemagne et conservera pratiquement jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Hitler une sorte de contrôle, on va dire, de la macrostructure étatique allemande. Cette élite se retrouve, un peu comme aujourd'hui l'équipe Zelensky à Kiev, avec la responsabilité d'une guerre qui s'est transformée en hécatombe et qui, de plus, s'est, pour leur camp, soldée par une défaite. Donc on envoie une bonne partie de la population masculine du pays à l'abattoir, et résultat des courses, eh bien, on a perdu la guerre, on a des pertes territoriales, des réparations de guerre, les années absolument terribles d'effondrement économique, d'hyperinflation, etc., par lesquelles est passée l'Allemagne dans les années 20. Et pour survivre politiquement à une pareille gaffe, entre guillemets, hein, eh bien, on se fabrique un mythe du coup de poignard dans le dos. Alors évidemment, l'analogie a aussi ses limites, comme toutes les analogies, notamment dans le fait que entre, disons, l'autonomie décisionnelle des élites politico-militaires prussiennes au moment du déclenchement de la guerre, de la Première Guerre mondiale, et l'autonomie ou l'absence d'autonomie décisionnelle du pouvoir kievien au moment au moment où les Kieviens ont fait capoter les pourparlers de paix d'Istanbul, il y a forcément, il y a de toute évidence une énorme différence. Cela dit, étant donné que officiellement, donc, ce pouvoir kievien était libre de ses mouvements, hein, et qu'il lui serait tout de même assez difficile de venir aujourd'hui expliquer à l'univers que non, mais vous savez, en réalité, nous, on était juste des pantins, c'était les Occidentaux qui décidaient de tout. Bon, là, pour le coup, du point de vue de leur propre crédibilité politique en Ukraine, ça reviendrait plutôt à se tirer dans la jambe. On va donc préserver le mythe d'une autonomie décisionnelle des Kieviens, mais en s'efforçant tout de même d'essayer de refiler, hein, du point de vue de l'image, de refiler discursivement le plus possible de la responsabilité de la catastrophe aux sponsors occidentaux. Il s'agit donc d'une contre-offensive parfaitement symétrique à l'offensive communicationnelle des Occidentaux, lorsque ces derniers eh bien, tendent le micro, alors à travers les réseaux médiatiques du clan Poroshenko en Ukraine, par exemple, donc tendent le micro, alors tantôt à un Zaloujny, tantôt à un Arestovitch, qui vont nous expliquer que Zelensky est devenu fou, qu'il vit coupé de la réalité, qu'il a des tendances dictatoriales, qu'il s'est enfermé dans un maximalisme plus ou moins dément, etc. Donc on voit bien l'enjeu du point de vue des anglo-saxons, essayer de faire porter le chapeau à Zelensky. Bon, il est assez naturel que Zelensky, en retour, esquisse quelques manœuvres qui pourraient, à terme, en politique interne ukrainienne, au moins, aider à faire porter le chapeau aux Occidentaux. Encore une fois, moi je ne me précipiterai pas à partir de là
pour me mettre immédiatement à parler d'un lâchage de Zelensky par les Occidentaux, ou l'inverse. Je pense simplement que l'une et l'autre partie eh bien, prennent des garanties. Hein. C'est-à-dire que l'une et l'autre partie, dans cette guerre communicationnelle virtuelle, installe des champs de mines de manière à ce qu'une éventuelle rupture soit, le moment venu, aussi douloureuse que possible pour l'autre partie. Voilà, de mon point de vue, ce qu'on pouvait pour l'instant dire de cette opération Al-Hamia. Et sur ce, eh bien, circulez, puisqu'il n'y a rien à voir.